Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On s'attaque, ça y est, enfin aux sorties livresques d'octobre 2022 et pour le coup il va falloir vous accrocher parce que je crois que j'ai pas loin de 47 titres à vous présenter. Alors oui, il y avait énormément de titres qui sont sortis ou qui vont sortir au mois d'octobre et concrètement j'ai pas pu tout mettre dans cette sélection, même les livres qui potentiellement auraient pu m'intéresser parce que vraiment ça aurait fait trop. Déjà cette vidéo va durer une éternité, je vais essayer de pas perdre de temps, donc on va y aller. Comme d'habitude je vais vous présenter les grands formats puis les suites, les poches puis les suites, les mangas et les suites, et pour finir les BD et les suites. Sauf que je vous rajoute une petite sélection supplémentaire à la toute fin, donc si ça vous intéresse particulièrement, eh bien n'hésitez pas à aller voir. J'essaierai de chapitrer cette vidéo si j'ai le temps, je ne promets rien, en tout cas on verra, mais vous pouvez vous rendre dès la fin pour une sélection des romances de Noël, parce que oui, les éditions, enfin les maisons d'édition sortent d'ores et déjà au mois d'octobre les romances ou les livres autour de Noël. Donc j'ai commencé à vous faire une petite sélection des titres qui potentiellement sentent bon. Donc on y va, c'est parti tout de suite. Et bien pour démarrer, je me devais de revenir sur ce titre puisque cette maison d'édition a le chic quand même. C'est un titre que je vous ai présenté dans les sorties livresques de septembre 2022. Donc je vous invite à vous rendre voilà, pour le résumé dans la vidéo juste ici, si vous ne l'avez pas vu. Puis finalement, après que j'ai tourné la vidéo, évidemment le livre a été repoussé, enfin la sortie du livre a été repoussée au 4 octobre. Donc l'un dans l'autre, c'est pas plus mal puisque je vous en reparle maintenant l'ayant reçu, pas lu, faut pas exagérer, mais reçu. Il s'agit donc de Chasseurs de flammes, le tome 1, Les sables d'Araouia, d'Afsa Faisal, aux éditions de Saxus, bien sûr. Donc regardez-moi cette édition reliée absolument magnifique que j'ai reçue il y a quelques jours à peine. Donc voilà, c'est encore un très beau livre, ça c'est sûr. Repoussé de quelques jours ou quelques semaines, mais c'est pas très grave. Bref, c'est juste que bah du coup je peine à vous parler des sorties de Saxus parce que je sais pertinemment qu'au niveau de la date, une fois sur deux, ce sera pas la bonne, donc c'est un petit peu frustrant, mais bon. Voilà, en tout cas celui-ci est là, il me faisait très envie depuis très longtemps, donc je suis très contente de l'avoir reçu. On enchaîne cette fois avec une sortie prévue le 5 octobre, il s'agit du tome 1 d'une nouvelle série, Le Cercle des Sorcières, donc intitulé Axa Haven, ou quelque chose comme ça, ou c'est le contraire, du coup je ne sais plus, de Sacha Peyton Smith, sortie aux éditions Casterman. On a vu pas mal passer déjà cette sortie en avant-première sur les réseaux sociaux, donc la couverture potentiellement peut vous dire quelque chose. Au sujet du résumé, je vous lis « Entrez dans le cercle très secret des sorcières de Axa Haven ». Ce nom, j'y arrive pas. New York 1911, Frances Hallowell découvre presque par hasard qu'elle a des pouvoirs. Ah, c'est drôle ça. Repérée par sa directrice, elle est accueillie à l'académie de magie d'Axa Haven où elle rencontre d'autres apprentis comme elle. Jusque-là ça va. La jeune fille déchante vite lorsqu'elle réalise que les sorts enseignés ne servent qu'à devenir une bonne maîtresse de maison. Tu m'étonnes le seum. Car Frances poursuit un but secret, maîtriser suffisamment l'art magique pour venger la mort de William, son frère adoré. Finn, un mystérieux magicien, lui propose de l'aider à pratiquer une magie interdite, bah tu m'étonnes, afin de le ressusciter le temps qu'il révèle le nom de son meurtrier. Pour assouvir sa vengeance, Frances est prête à tout, quitte à déclencher une guerre entre sorcières et magiciens au cœur de Manhattan. Car ses pouvoirs sont si puissants qu'ils peuvent faire trembler la société patriarcale qui domine le monde de la magie. Franchement, moi j'adore. On parle de sorcières, on parle d'une héroïne avec des pouvoirs magiques. Alors oui, on tombe un peu sur un peu le, comment dire, ce qu'on retrouve assez souvent, le fait de l'élu avec des pouvoirs absolument phénoménaux. Bon, ok, mais si c'est bien fait, il y a moyen que ce soit très sympa. Et en plus, le livre, franchement, me donne très envie. On est au début du XXe siècle, dans un New York, voilà, avec de la magie. Moi, je suis tout à fait pour. Même jour, le 5 octobre, sort aux éditions J'ai lu le tome 1 de La Cité des Songes, intitulé Une couronne de roses et de givre de Georgia Caldera. On retombe là encore sur un titre plutôt young adulte, dans un monde à la surface fracturée.
Où les populations vivent recluses dans d'immenses tours royaumes, un danger de plus en plus grand pèse sur l'humanité sous la forme d'une titanesque créature. 4 élus seraient capables, selon d'antiques légendes, de chevaucher des dragons tempêtes et de trouver la cité des songes, ultime refuge permettant d'échapper aux créatures des abîmes. Mais qui sont-ils ? Auréa, chasseuse de la tour du printemps, et Rosarian, fils du roi de la tour de givre, sauront-ils s'allier malgré ce qui les oppose et déjouer les pièges de la cour, s'affranchir des luttes de pouvoir et fédérer les derniers royaumes survivants afin de combattre ensemble le dévoreur. Oh, ça a l'air trop bien, j'adore. Franchement, il y a plein de titres, enfin il y a plein. Ne nous emballons pas, mais dernièrement je trouve que Georgia Caldera là, ils sortent des titres qui fleurent bon quoi, enfin concrètement ça donne super envie. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais moi je suis totalement pour. Alors vous allez me dire, as-tu déjà lu seulement un livre de Georgia Caldera ? Non. Non, j'en ai un dans ma pile à lire, dont j'ai perdu évidemment le nom là tout de suite, mais je vous le mettrai juste ici s'il faut. Bref, mais j'en ai entendu vraiment du bien, donc j'ai hâte de me plonger dans son univers en tout cas. On ne change pas une équipe qui gagne, on continue le 5 octobre avec la sortie des Éblouis d'Eileen Manso aux éditions Sarbacane dans la collection X'. Après l'éclatant et charnelle ogresse, Eileen Manso revient avec un roman fantastique encore plus ambitieux. Quand Luce, une nouvelle élève au tempérament explosif, débarque à l'internat de Jamais, elle est bien décidée à bousculer le calme ambiant. Elle veut fonder un gang de rebelles, perdre sa virginité et surtout débusquer le fantôme qui, d'après la rumeur, hante le lycée. L'année démarre sous les meilleurs auspices, jusqu'à ce que, chacun à leur tour, ses camarades développent des pouvoirs surnaturels. Troubles magiques, premiers émois, c'est le chaos à jamais. Franchement, ce titre, il a l'air ultra sympathique. Enfin, j'aime beaucoup le résumé, j'aime beaucoup la vibe, parce que ça a l'air de dégager. Donc, je suis assez convaincue du coup par ce titre-là. En plus, j'aime beaucoup le titre, la couverture aussi est magnifique, donc moi je dis allons-y. Ah là là, alors ce titre, du coup, sortie prévue le 6 octobre, bon, tout le monde le veut, je sais pas trop ce que ça va donner honnêtement. Après, c'est l'un de mes auteurs chouchous, je vous avoue, même si j'ai pas lu tout ce qu'il a fait, même si je suis pas sûre d'aller vers tous ces titres, parce qu'il y a des genres qui m'appellent plus que d'autres, mais en tout cas, c'est une sortie très attendue chez De Saxus le 6 octobre. Il s'agit du tome 1 de Empire of the Vampire de J. Christophe. Donc le résumé de la maison d'édition vous dit: J. Christophe, l'auteur des phénoménales chroniques de Nevernight, est de retour avec le sanglant L'Empire du Vampire. Bon, alors on est d'accord que c'est certes l'auteur des chroniques de Nevernight, mais avant, c'est quand même le co-auteur de la saga Aurora Squad. Moi, c'est l'un de mes coups de cœur, pardon, mais j'insiste. Donc bref, de la sainte coupe vient la lumière divine, la main fidèle rétablit l'ordre sur le monde, et sous le regard des 7 martyrs, l'homme abolira cette nuit sans fin. 27 longues années se sont écoulées depuis la mort du jour. Pendant près de 3 décennies, les vampires ont fait la guerre à l'humanité, construisant peu à peu leur empire éternel. Maintenant, seules quelques étincelles de lumière subsistent dans une mer de ténèbres. Ouah, c'est noir, j'adore. Gabriel de Léon est un saint d'argent, un membre d'une confrérie œuvrant à la défense du royaume et de l'Église contre les créatures de la nuit. Mais même l'ordre d'argent n'a pas pu endiguer la marée une fois que la lumière du jour a manqué, et Gabriel est seul maintenant. Emprisonné par les monstres qu'il a juré de détruire, le dernier saint d'argent est obligé de raconter son histoire, un récit de bataille légendaire et d'amour interdit, de foi perdue et d'amitié gagnée, du roi éternel et de la quête du dernier espoir de l'humanité, le Saint Graal. Oui, d'accord, oui, d'accord, ok. J'admets qu'il fait très très envie celui-ci. Mais vous voyez peut-être par ici, juste derrière moi, si je me pousse un peu, j'ai une ligne entière, enfin une rangée entière de livres de chez De Saxus que je n'ai pas encore lu. Donc, serait-ce véritablement raisonnable d'en commander un énorme maintenant, alors que j'en ai 15 qui m'attendent déjà?
voilà, je ne sais pas que vous dire. Bref, mais en tout cas, il a l'air très 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 bien. Et je crois d'ailleurs que quand ils ont commencé à évoquer la sortie de ce titre il y a déjà quelques mois, J. Christophe disait lui-même que c'était que c'était véritablement le titre qu'il affectionnait le plus. Voilà. Ça se pose là, après peut-être c'était à ce moment-là, peut-être c'était le dernier à sortir, donc forcément voilà. Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que ça donne très envie. La thématique est ouf. Donc j'adore, j'aime beaucoup le mélange entre les vampires, le Saint Graal, quête du Saint Graal et tout. Voilà. Bref, on passe au suivant. Petite sortie prévue le 6 octobre chez les éditions HSN, donc de L'Homme sans nom. Il s'agit de The Hate List de Pierre Léoté. Le résumé est fou, je vous le dis tout de suite, mais accrochez-vous. Dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Marre du patron, mais tu es un peu lâche, tu ne supportes plus ton mari ou ton voisin. Il y a un moyen pour libérer ta colère sans finir derrière les barreaux. Télécharge la top app de la décennie. 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Tout ce que tu as à faire, c'est inscrire les 8 noms des personnes que tu détestes le plus. C'est gratuit, sans âge limite et surtout sans morale. The Hate List, c'est l'idée folle de Thomas, un développeur qui crée un géant mondial des réseaux sociaux. Suivez le parcours d'un ambitieux capable du pire pour réussir. Avec The Hate List, Pierre Léoté achève dans son 8e roman une étude contemporaine de la haine numérique après la haine politique dans Je n'aime pas les grands et la haine sociale dans Le Retour à Malataverne. Une plongée à la Black Mirror dans les travers de notre société dans laquelle notre identité et nos données personnelles sont à vendre. Un techno-thriller cynique et prophétique. Et vous, quelle sera votre hate list ? Alors bien sûr, du coup, la maison d'édition appelle au trigger, évidemment que ce n'est pas un appel à la haine sur les réseaux sociaux, blablabla. Bref, il faut être averti quand on va lire ce livre, mais en tout cas, il a l'air mais tellement bien. Tellement bien, j'adore la thématique. Franchement, en plus là j'ai vraiment un appétit pour les titres des éditions de L'Homme sans nom en ce moment. C'est terrible, tout me fait envie chez eux. J'en ai 2 dans ma pile à lire qui m'attendent. J'en ai offert un à mon frère il y a pas longtemps. Et du coup d'ailleurs je sais pas tout ce qu'il en a pensé, mais j'ai hâte de savoir. Bref, et celui-ci là qui sort, et plus plein d'autres qui sont dans leur catalogue et qui me font diablement envie. Moi je sais pas comment je vais faire, mais il va falloir que j'avance un petit peu dans ces lectures parce que vraiment je trouve que, je sais pas, les thématiques qu'ils abordent de leurs titres, moi me hype à fond. On enchaîne le même jour, le 6 octobre, avec la sortie du livre 1 de la saga Loin des îles Mauves, intitulée La Sans Étoiles de Chloé Chevalier, dans la collection R. La nouvelle saga fantasy de l'autrice du cycle Récits du Demi-Loup. Alors que nous dit le résumé ? Ivanelle est un héros. Née femme, elle doit comme ses congénères du peuple des Bruyères bander ses seins et cacher son identité aux yeux des Leifa, le peuple dominant des îles Mauves. Ok, ça commence bien. Mais au-delà des querelles qui opposent ces deux peuples depuis la nuit des temps, un danger menace les îles de famine. L'Empire et ses navires qui s'accaparent les baleines. Bravant les lois de leur archipel, Ivanelle et 5 de ses compagnons embarquent à bord d'un voilier pour un périple à haut risque. Leur mission ? Négocier leur avenir. Une fantaisie belle et âpre où le souffle iodé de la grande aventure se mêle à une méditation poétique sur l'identité, la civilisation et le progrès. Ça, c'est Victor Dixon qui le dit. On enchaîne cette fois avec une sortie le 12 octobre. Il s'agit du titre Le temps des sorcières d'Alix H. Harrow. Pardon pour l'accent. Sorti chez Hachette Heroes. Avant, quand l'air était si imprégné de magie qu'il laissait un goût de cendre sur la langue, les sorcières étaient féroces et intrépides. La magie flamboyait et la nuit leur appartenait. Ce temps n'est plus. Les hommes ont dressé des bûchers et les femmes ont appris à se taire, à dissimuler ce qu'il leur restait de magie dans des comptines, des formules à dessous et des contes de bonnes femmes. Mais la vraie sorcellerie n'a besoin que de 3 choses pour renaître. La volonté de l'écouter, les vers pour lui parler, et les voix pour la laisser pénétrer le monde. Car tout ce qui est important va par 3. Ainsi des sœurs Eastwood, Bella, Agnès et Genièvre, mues par la colère, la peur et une pulsation écarlate qui ne demande qu'à revivre, des dons qu'elles découvrent peu à peu. Il suffit pour cela de s'unir,
et d'y croire, de traquer tous les interstices où elle se dissimule. Car la magie, c'est d'abord penser que chacun est libre d'agir, même si le mal rôde. Le temps des sorcières pourrait alors bien revenir, pour notre plus grand bénéfice à tous, hommes et femmes. Donc Alix E. Harrow signe un nouveau roman magistral qui réinvente la figure des sorcières. Une épopée magnifique tissée de fantaisie, nourrie de promesses et d'un imaginaire sans limite, qui est aussi une ode à la liberté des femmes et des hommes. Lauréat du British Best Fantasy Award 2021. Je veux dire, on va parler, là on va enchaîner un petit peu des titres autour des sorcières, de la magie, etc. Moi je dis, ça fleure bon quand même, on est au mois d'octobre, va s'approcher tranquillement Halloween, ce sont des lectures absolument parfaites pour la saison. Et la suivante ne fait pas exception puisque le même jour, le 12 octobre, va sortir un titre de l'une de mes autrices, chouchou, j'adore. Il s'agit de L'école de minuit de Maëlle Dessart, donc avec aux illustrations bien sûr la talentueuse Noémie Chevalier. Donc une sortie proposée par les éditions Rajo. Il s'agit donc de Siméon, 15 ans, mi-humain, mi-vampire, attendant avec impatience d'entamer sa première année à l'école de minuit pour échapper à l'emprise de sa mère et avoir enfin une vie sociale. J'adore parce qu'on est toujours, même si on est dans un roman fantasy, sur des questionnements très, ou un ancrage en tout cas très réaliste, très contemporain, des questions vraiment que chaque adolescent pourrait se poser, même si on est là sur un mi-humain, mi-vampire. Ses espoirs se concrétisent quand il se lie avec deux élèves de sa promo, Joël, un mort-vivant, et Colin, un garçon sirène. Mais très vite Colin, dont les écailles valent de l'or, disparaît. R, une louve-garou protégée par un feu follet agressif, est-elle dans le coup? Siméon tente d'obtenir des réponses. Quand sa sœur aînée, vampire jusqu'au bout des ongles, disparaît à son tour, il se lance avec ses alliés dans une enquête dont les deux vont le mener plus loin qu'il ne l'avait imaginé. Oh mais j'adore absolument, enfin là on est quand même sur un titre proposé par l'autrice des Tribulations d'Esther Parmentier, avec un humour toujours détonnant, avec un amour sans limite, je dirais oui, on ressent l'amour sans limite que cette autrice a pour ses personnages, et moi j'adore ça, et voilà, et j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce titre, c'est sûr celui-ci il y passera. Ou un titre avec une thématique dont j'avais rarement entendu parler, ou alors ça fait un moment que du coup j'ai pas vu de titre basé sur cette thématique-là. Le 13 octobre va sortir Pandore de Susan Strokes Chapman aux éditions Michel Lafon. Dora, dont les parents célèbres antiquaires sont décédés dans de mystérieuses circonstances, tente de reprendre le contrôle de sa vie en gérant le magasin d'antiquités familiales. Bon, déjà, là on est sur un magasin d'antiquités, moi déjà, j'y suis, sans problème. Mais l'oncle de Dora rôde et flaire les bonnes affaires. Pervers et malhonnête, il réceptionne un jour une mystérieuse livraison incroyablement lourde, qu'il s'empresse de cacher dans son mystérieux bureau fermé à clé. Après plusieurs jours d'enquête, Dora, qui a une pie pour compagnon, découvre le secret. Un vase orné de dessins de la Grèce antique, un vase qui semble murmurer à son oreille. Le rêve de la jeune femme est de percer dans le milieu de la joaillerie. Elle a l'intention de s'inspirer de ses dessins pour ses créations. Afin de l'aider à découvrir ce qu'il se trame autour de cet objet, Dora fait appel à Edward Lawrence, un passionné qui tente de rentrer dans la très sélecte société des antiquaires d'Angleterre. Il voit dans ce vase la chance de sa vie, et Dora y voit le moyen de redorer la réputation de ses parents. Mais ensemble, ils vont découvrir que cette antiquité est l'exacte raison de la mort des parents de Dora, et que certains secrets sont faits pour être gardés à jamais. Pandore est un savant mélange d'histoire, de mysticisme et d'enquête autour des thèmes de la déception, de l'obsession, du pardon et des secrets, ceux qu'il vaut mieux laisser enfouis. Une réécriture contemporaine et captivante du mythe de Pandore. Oh, moi je dis ça fait trop envie. Vraiment, celui-ci m'appelle trop. Ah là 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 là, j'adore ça. Je sais pas, hein, peut-être, mais moi celui-ci me fait trop envie. Enfin, comme tous ceux en fait que je vous présente, mais concrètement, là, le mythe de Pandore, déjà j'aime beaucoup la mythologie en général. Le mythe de Pandore, je trouve que c'est incroyablement intéressant, du coup, enfin, bref, à étudier, etc. Et là, le fait que ce soit réécrit, du coup, enfin, un petit peu réinterprété, voilà, dans une réécriture contemporaine.
moi j'adore et les thématiques abordées, je suis très intéressée par ce titre. Je crois que je l'ai déjà dit 150 000 fois, donc on enchaîne. Donc le 13 octobre sortira aux éditions PKJ L'éveil d'Erika Strange de Cassie Gustafson. L'alter ego d'Erika est une super-héroïne. Ça commence comme ça, moi je dis oui. On y va. Ensemble, elles vont se venger du garçon qui leur a fait du mal. Ah, histoire de vengeance, ok. Lorsqu'au lendemain d'une fête, Erika se réveille le corps recouvert d'insultes écrites au marqueur. Oh, le cauchemar. Elle comprend qu'elle a été agressée pendant son sommeil. Pire, elle réalise que son petit ami Thomas a participé à cette ignominie. Pour s'en sortir, elle convoque dans son esprit une héroïne de comics qu'elle a inventée. Que ferait Erika Strange? Se taire ou se battre? Elle va devoir choisir. Erika Walker sera-t-elle la super-héroïne qu'elle a toujours voulu être? Mystère. Du coup, il faudra le lire pour le savoir. Bref, je trouve que pareil, on est sur une thématique assez intéressante, honnêtement. J'en ai pas vraiment lu de ce type-là, donc je me suis dit pourquoi pas. Honnêtement, ça peut être assez intéressant à lire. Le fait d'avoir du coup cette référence aux comics, moi, me plaît énormément. La thématique de l'agression, en espérant que ce soit pas une agression sexuelle malgré tout, voilà, ok, pourquoi pas. Voilà, je dis pourquoi pas. Vraiment, c'est un titre pourquoi pas. Vous l'aurez compris, ça fait 3 fois que je dis dans la même phrase, mon Dieu, ça devient une catastrophe. Mais je vois le temps qui passe et je me dis qu'il faut que je me grouille à arrêter de blablater pour rien. Même jour, le 13 octobre, une sortie, ah là là, si vous l'avez pas vu passer sur les réseaux, c'est que vous dormiez concrètement, parce qu'on l'a vu passer partout et il a l'air tellement génial. Le tome 1 de la nouvelle saga, Monsters of Verity, donc intitulé The Savage Song de V.E. Schwab aux éditions Lumen. Du coup, on l'a vu passer partout cette couverture, moi j'en ai rêvé même. Donc voilà. Et puis V.E. Schwab, c'est quand même une autrice dont moi j'ai quand même assez aimé les titres, en tout cas ceux que j'ai lus. Bien sûr, il y a la saga autour de Cassidy Blake. Moi, c'est vraiment mon petit coup de cœur, ma petite Madeleine du coup du mois d'octobre, aux alentours d'Halloween. Là, voilà, à peu près tous les ans, je me fais l'un des tomes. Donc voilà, elle a écrit aussi tellement d'autres trucs, mais que j'ai pas tout lu évidemment. J'en ai lu un autre, Shades of Magic. Moi, j'ai lu que le tome 1, mais j'avais bien aimé. Donc voilà, je me dis que bon, ce titre-là, ça va être compliqué. Je vais attendre les retours quand même, ça va être sympa. Donc n'hésitez pas, si vous avez prévu de le lire, à me mettre vos retours en commentaire après votre lecture. Vraiment, ça m'intéresserait énormément. Ah oui, c'est vrai qu'on est sur les résumés de Lumen et c'est extrêmement long. Alors, je vais voir si je vous lis tout. La capitale de Verity étouffe, saturée de crimes toujours plus violents. Pire encore, ce mal terrible a commencé à s'incarner dans le monde réel. À chaque nouvelle horreur naît un monstre qui à son tour terrorise la population. D'un côté, les corsets, qui grouillent dans le noir pour dévorer leur proie, de l'autre les malchais, je sais pas comment ça se dit, qui boivent le sang de leurs victimes au grand jour. Ok ? Peu à peu, la résistance s'est organisée. Au nord, le cruel Callum Harker règne en maître, ne protégeant les habitants que contre rémunération. Au sud, Henry Flynn a choisi une tactique bien différente. Avec sa femme Emily, il a adopté comme ses propres enfants 3 des abominations, 3 Sunai, des créatures d'apparence humaine qui utilisent la musique pour dévorer l'âme de leurs adversaires. À la demande de ses parents, Auguste élimine donc sans broncher les monstres comme les criminels qui les ont engendrés, mais il brûle de faire plus pour libérer le monde de cette malédiction. Alors, lorsqu'il a l'occasion de surveiller d'un peu plus près Kate Harker, la fille de leur ennemi juré, il saute sur cette chance et accepte d'intégrer l'établissement UP où elle a été envoyée, l'Académie Colton. Mais la jeune fille ne tarde pas à découvrir son secret. S'il a tout d'un adolescent, il est en fait un prédateur assoiffé de vie humaine. Elle est humaine et se rêve en monstre, lui est un monstre qui se rêve en humain. Mensonge et dissimulation, dilemmes moraux d'une grande cruauté, système magique fascinant fondé sur la musique, ce roman sombre et vénéneux porte la patte unique de V.E. Schwab, l'autrice prodige de Shades of Magic et de La vie invisible d'Addy Larue. Et évidemment, je l'avais oublié, mais évidemment. Bref, en tout cas, il a l'air ouf.
Un titre par contre, je trouve, dont on n'a pas parlé honnêtement. Bah alors il n'est pas encore sorti, certes, mais le 19 octobre sort à l'école des loisirs un nouveau titre d'Ariel Holtz. Il s'agit de Pax Automata. Et là, franchement le résumé est dingue, c'est tout ce que j'aime. 1889, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même l'une de mes périodes préférées de l'histoire. L'empereur Napoléon III, grand vainqueur de Sedan, s'apprête à inaugurer l'exposition universelle organisée dans un Paris grouillant d'automates en tout genre. Lors de la parade d'ouverture, Philémon de Ferney, jeune élève de Saint-Cyr, a le privilège de piloter le Zéphyr, le nouvel aéronef créé par Clément Adler. Non, par Clément. Oh là là, Adler. Oh la déformation, le lapsus. Non, nous ne sommes pas dans Sherlock Holmes. Le nouvel aéronef créé par Clément Ader. Mais tout déraille lorsque l'engin volant s'écrase sur la salle des machines et la pulvérise. Sous les gravats, Philémon découvre alors le corps d'un enfant automate aux traits particulièrement réalistes. Quel fabricant a bien pu enfreindre la loi principale de la Pax Automata qui interdit la conception d'automates ressemblant à des humains? Même Zélie, la romanicielle et mécanographe hors pair, n'a jamais rien vu de pareil. Plus mystérieux encore, une fois activé, l'enfant automate est capable de faire exploser n'importe quel mécanisme à proximité. Serait-ce une arme secrète dirigée contre l'Empire ? Voilà, on est sur des thématiques donc science-fiction, histoire, 19e siècle, aventure et mystère, savant, femme, homme de science, inventeur. Oh, moi je dis mais oui, mais tellement, mais tellement, mais tellement, mais tellement. Enfin, allô. Ce titre a l'air fou, j'adore. On enchaîne tout de suite avec le 21 octobre, la sortie The Girls with No Soul de Morgan Owen, donc prévue chez la Martinière Jeunesse. Dans un monde où règne l'ordre, aucune âme ne peut échapper à la surveillance des inspecteurs. Mais Iris n'a pas d'âme. Elle doit donc vivre recluse et se cacher. Car Iris pourrait bien constituer une menace pour l'ordre établi et l'espoir d'un monde meilleur. À Providence, la dictature de l'ordre est totale. L'âme de chaque citoyen est scrutée, contrôlée. Et gare à celles qui s'écartent du droit chemin. Elles sont aussitôt reprogrammées. le cauchemar, l'enfer. Iris, elle, ne possède pas d'âme. Elle est vide. Si cela lui permet d'échapper à la vigilance des inspecteurs, c'est aussi ce qui l'empêche d'éprouver des sentiments et de se souvenir de son passé. Pourtant, au contact d'un bijou appartenant à une riche famille au pouvoir, son étincelle, l'une des 5 composantes de son âme, se réveille. Des sentiments qu'elle pensait ne jamais éprouver surgissent et avec eux, un désir irrésistible de découvrir d'où elle vient. Qui a volé l'âme d'Iris et pourquoi ? Pour le savoir, elle devra s'approcher au plus près des secrets du pouvoir. Désormais traquée par l'ordre, parviendra-t-elle à rassembler les pièces manquantes de son identité et à recoller les morceaux de son cœur ? Oh, il a l'air fou celui-ci aussi, il a l'air totalement fou. Mais franchement, les maisons d'édition, vous donnez tout en octobre, là c'est un truc de fou, ça va ruiner mon compte en banque, c'est évident. Mais en même temps, je n'ai plus de place les gars, je n'ai plus de place, alors je sais pas comment je vais faire. Ça va être terrible, ça va être la fin, je sens que ça va être la fin. Dernier titre pour clôturer cette sélection des grands formats, enfin des nouveautés grands formats. Ah là là, je me dis que ce truc va faire un carton, c'est obligé. Alors, le 27 octobre est prévue la sortie du nouveau titre d'une de mes autrices, pareil, préférées. Il s'agit de Troll, d'Ellie S. Green, donc la maman quand même de la saga Steam Sailors, que j'adore, avec des illustrations de Lisa Guisquier, et tout ça proposé aux éditions Gulfstream. Alors écoutez ce résumé parce que si après vous l'avoir lu, vous n'avez pas envie d'acheter ce livre, vous n'êtes pas convaincu, franchement donnez-moi votre recette parce que moi je sais pas comment vous faites. Je vous dis. Êtes-vous confortablement installé devant la cheminée ? Bien, alors prêtez l'oreille mes petits amis et laissez-moi vous conter comment moi, Loki, dieu sorcier détenteur d'une magie oubliée, j'ai créé l'étincelle à l'origine de Noël. En des temps anciens, les trolls du roi Rotinmir, de petites créatures facétieuses, profitaient du crépuscule pour se glisser dans les maisons. Chaque bêtise commise était pour eux source de grande satisfaction. Mais un soir, un troll changea l'histoire de son clan à tout jamais. Au lieu de le détruire, il répara un jouet. Après le succès de sa première série
Steam Sellers, Elias Green nous transporte dans un conte nordique enchanteur et réinvente avec brio l'origine de Noël. Ah, ça me fout les poils, je vous jure, c'est un truc de fou. Il a l'air tellement fou. Tellement fou, j'adore, moi je suis totalement fan, du coup je m'en fous, on est même pas... Si on est au mois d'octobre quand même, on est au mois d'octobre, on parle déjà de Noël, bah écoutez c'est pas grave, je vais le précommander, c'est évident, et il attendra peut-être, oui, le mois de décembre, là juste avant Noël, parce que ce sera absolument parfait, mais je suis fan absolue, d'ores et déjà avant même de l'avoir lu, de ce titre, déjà au niveau du graphisme, je trouve ça merveilleux, j'adore cette couverture. Connaissant du coup la plume d'Elias Green avec son titre Steam Seller, je suis d'ores et déjà conquise parce que elle a un type d'écriture, elle a un style au niveau de sa plume. Je suis sûre que ça va faire des étincelles avec un conte voilà, nordique autour de Noël, etc. Je sais qu'elle va m'embarquer, elle va me prendre par la main et ça va être hyper facile de rentrer dans l'histoire. Et voilà, et ça va m'émerveiller, j'en suis mais sûre à 99,999%. Honnêtement, il n'y a pas moyen. Donc voilà, j'ai très très envie et franchement, pour clore cette sélection des grands formats, je trouvais ça parfait. Alors pour parler des suites grands formats, on va s'attaquer le 6 octobre avec la sortie de Terreur à Smokolo, le tome 3, Peur sur le lac de Catherine Arden aux éditions PKJ. Ah, vous savez que cette petite série là fait beaucoup de bruit autour d'elle. Moi je vous avoue, j'ai pas encore découvert, mais franchement j'ai entendu tellement d'avis positifs que ça donne quand même très envie. On enchaîne le 7 octobre avec la sortie du tome 2 de Capitale du Nord intitulé Mort au jet de Claire Duvivier aux éditions Aux Forges de Vulcain. Le tome 3 sur 3 de Queen of Hearts de Colleen Hawkes aux éditions Snag va sortir le 11 octobre. Donc voilà, ce sera pour clôturer cette trilogie, hein, pour ceux qui l'ont commencé. Et bah écoutez, voilà, vous serez ravis de savoir que vous allez pouvoir la terminer avant fin 2022. On enchaîne le 20 octobre avec la sortie des enquêtes d'Anna Swensen, le tome 6 déjà, oh là là, tome 6, Meurtre et biscuits au sucre de Johan Fluck aux éditions Cherche Midi. Et pour finir, on clôt en fait cette sélection le 25 octobre avec la sortie de Porcelam, le tome 2, Le chant du phénix de Célia Flo aux éditions Bayard Jeunesse. On poursuit cette fois avec la sélection des sorties poche de ce mois d'octobre. Et alors la première, c'est pas rien. C'est le 5 octobre avec la sortie de Vampire Academy, le tome 1, donc Sœur de sang de Richelle Mead aux éditions Big Bang. Alors je ne crois pas me tromper quand je vais vous dire que c'est une réédition concrètement, parce que ce titre Vampire Academy il date pas d'aujourd'hui hein, concrètement. Moi j'ai vu l'adaptation cinématographique ou je sais pas, enfin en film en tout cas. C'était sympathique, voilà, bon ça casse pas trois pattes à un canard, enfin pour moi, mais voilà, j'avais bien aimé regarder le film. Après je trouvais que peut-être j'avais manqué un peu des, vous voyez, des infos, enfin des choses, enfin bon bref, mais c'est pas grave. Mais en tout cas voilà, le film était sympa, donc pourquoi pas. Seul votre meilleur ami peut vous protéger de vos ennemis. Ah bah j'espère bien. Saint-Vladimir est un lycée privé hors du commun. À l'abri des regards indiscrets, de jeunes vampires y apprennent la magie. Rose Hathaway est une vampire, et elle doit assurer la protection de sa meilleure amie Lisa, princesse Morroy. Menacées au sein même de l'académie, Lisa et Rose ont fugué ensemble, mais ont été ramenées de force derrière les hautes portes de Saint-Vladimir. Entre intrigues machiavéliques, rituels nocturnes inavouables et amour interdite, elles doivent rester sur leur garde. Les Strigoi, vampires immortels et ennemis jurés des Morroy, pourraient bien faire de Lisa l'une d'entre eux pour l'éternité. Vampire Academy est un phénomène international, plus de 4 millions d'exemplaires vendus aux États-Unis, traduits dans 30 langues et adaptés au cinéma et en série. Oui bon bah voilà, je vous l'avais dit. Du coup... oui, on est un peu sur la Dark Academy, hein, concrètement, à la suite des séries là, mince, comment ça s'appelait? J'ai perdu, mais enfin,
Twilight, voilà, Twilight et puis Journal d'un vampire, blablabla, blablabla, tout ce qui est sorti après, là où sont des vampires, bah voilà quoi. Donc c'était, mais pourquoi pas, honnêtement ça plaira aux ados. Si vous voulez vous faire une petite replongée, voilà, si vous aimez les Dark Academy, si vous aimez l'ambiance un peu ado, young adulte, ça peut être très très sympathique à suivre. Ensuite, alors une grosse sortie aussi, le 5 octobre, aux éditions J'ai lu, c'est Nevernight, le tome 1 N'oublie jamais de Jay Christophe qui sort. Alors pour ceux qui l'ont pas découvert comme moi en grand format chez De Saxus, c'est peut-être l'occasion de vous plonger dans cette trilogie qui a remporté des suffrages, mais alors terrible quoi. Fille d'un renégat dont la rébellion a avorté, Mia Corver a échappé de justesse à l'extermination des siens. Livrée à elle-même, elle erre dans une ville bâtie sur les ossements d'un dieu mort, traquée par le Sénat et les anciens camarades de son père. À 16 ans, elle va devenir l'une des apprenties du groupe d'assassins le plus dangereux de toute la République, l'Église Rouge. Dans cette institution où les trahisons et les confrontations violentes sont monnaie courante, l'échec est puni de mort. Oh, ça pardonne pas quoi. Mais si elle survit à son initiation, elle fera partie des élus de Notre-Dame du Saint-Meurtre et se rapprochera un peu plus de son unique raison de vivre, la vengeance. Ah, on adore. Alors ensuite, non, toujours le même jour parce que là on enchaîne le 5 octobre avec plusieurs titres. C'est un titre qui était sorti aux éditions Argile, que moi j'avais découvert à l'occasion par exemple des Imaginales, par hasard, totalement par hasard. Le chien du forgeron de Camille Le Boulanger sort aux éditions J'ai lu, donc le 5 octobre. Je voulais le résumer. Approchez, approchez. Alors que tombe la nuit froide, laissez-moi vous conter l'histoire, je suis pas trop sûre de la prononciation là je vous avoue, de Cuchulainn, celui que l'on nomme le chien du forgeron, qui s'est rendu dans l'autre monde plus souvent que nul autre, qui a repoussé à lui seul l'armée de Connacht et accompli trop d'exploits pour qu'on les dénombre tous. Mais l'histoire que je m'apprête à vous narrer n'est pas celle que chantent les bardes. J'en vois parmi vous qui chuchotent, qui hésitent, qui pensent que je cherche à écorner l'image d'un grand homme. Pourtant, vous entendrez ce soir la véritable histoire du chien. L'histoire derrière la légende, l'homme derrière le mythe. Ça a l'air trop sympa. Franchement, je suis tombée en amour avec les titres des éditions Argile. Ils me donnent très 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 envie, honnêtement. Donc voilà, je me suis dit que c'était intéressant de noter celui-ci en poche. Si vous n'êtes pas sûr, si vous voulez aller tenter, ce sera un moindre investissement. Donc pourquoi pas. Un titre, mon Dieu, le prochain, qui tombe tellement bien en ce mois d'octobre, franchement bravo à Brajlon, le 5 octobre toujours, va sortir en version poche chez Brajlon, Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. On avait parlé de ce titre à sa sortie en grand format, je crois qu'il y a eu des bons retours, hein, il me semble. En général, je crois que le titre a été plutôt bien apprécié, donc je vous refais un petit peu le pitch rapidement. Un manoir isolé, un aristocrate dangereusement séduisant et une jeune mondaine poussée à dévoiler leur atroce secret. Après avoir reçu un mystérieux appel à l'aide de sa cousine récemment mariée, Noémie Taboada se rend à Hyde Place, un manoir isolé dans la campagne mexicaine. Elle ignore ce qu'elle va y trouver, ne reconnaissant ni la région ni le compagnon de sa cousine, un séduisant anglais. Avec ses robes chic et son rouge à lèvres, Noémie semble plus à sa place aux soirées mondaines de Mexico que dans une enquête de détective amateur. Elle n'a pourtant peur ni de l'époux de sa cousine, un homme à la fois troublant et hostile, ni du patriarche de la famille fasciné par son invité, ni du manoir lui-même qui projette dans les rêves de Noémie des visions de meurtre et de sang. Car Hyde Place cache bien des secrets entre ses murs. Autrefois la fortune colossale de la famille la préservait des regards indiscrets. Aujourd'hui, Naomi découvre peu à peu d'effrayantes histoires de violence et de folie. Si elle ne s'en échappe pas très vite, elle risque fort de ne plus jamais pouvoir quitter cette demeure énigmatique. J'adore, on adore, on adore, on adore. Prochain titre du coup, mais toujours le même jour, hein. Franchement, ils ont tout donné le 5 octobre. Alors, une sortie, franchement, si vous ne l'avez pas lue, allez-y, je vous la conseille à 1000%. J'ai adoré cette duologie, en plus c'est que 2 tomes, donc concrètement, voilà, pas grosse saga, mais alors tellement bien faite, tellement bien écrite, l'autrice est d'une gentillesse absolue. Et alors autant j'ai pu avoir des mini choses à redire, notamment sur le tome 2, mais j'ai adoré cette lecture, franchement j'ai adoré, et si vous ne l'avez pas lu, allez-y,
les yeux fermés. Il s'agit du tome 1 de La Ville sans vent d'Éléonore de Villepoix, donc cette fois proposé au livre de poche jeunesse. À 19 ans, l'Astyanax termine sa formation de mage et s'attend à devoir gravir un à un les échelons du pouvoir, quand le mystérieux meurtre de son mentor le propulse au plus haut niveau d'Hyperborée. Son chemin semé d'embûches politiques va croiser celui d'Arca, une jeune guerrière à peine arrivée en ville et dotée d'un certain talent pour se sortir de situations périlleuses. Ça tombe bien, elle a tendance à les déclencher. Lui recherche l'assassin de son maître, elle le père qu'elle n'a jamais connu. Lui a un avenir, elle a un passé. Pour déjouer les complots qui menacent la ville sans vent, ils vont devoir s'apprivoiser. C'est trop bien, franchement c'était trop bien, allez-y. Un titre par contre, là on va faire un bond dans le temps en octobre puisqu'on passe direct au 26 octobre avec la sortie du tome 1 de la duologie je crois, ou en tout cas il y a que 2 tomes de sortie, de Binti de Nnedi Okorafor, cette fois proposé au livre de poche. Maîtresse harmonisatrice du peuple Imba, Binti est vouée à reprendre la boutique d'astrolabe de son père. Mais l'incroyable don pour les mathématiques de l'adolescente lui ouvre les portes de la prestigieuse université interplanétaire Homsa. Binti embarque sur le 3e poisson à l'issue de sa famille. Mais au cours du trajet, les méduses, ennemies millénaires des humains, abordent le vaisseau pour en massacrer les passagers. Commence alors pour Binti un combat pour sa survie et celle de ceux qui lui sont chers. Après son roman post-apo Coup de poing qui a peur de la mort, Nnedi Okorafor revient avec Binti qui a remporté le prix Hugo et le prix Nebula de la meilleure novella. Un roman initiatique servi par une magnifique écriture, un petit bijou, coup de cœur des libraires, la Fnac. Nnedi Okorafor conjugue l'afroféminisme au futur et brosse le portrait d'héroïne africaine complexe, loin des stéréotypes, jeune Afrique. Bref, c'est... Voilà, il n'y a rien à dire, ce titre il a l'air tellement bien, j'en avais vaguement entendu parler, mais très honnêtement j'avais jamais suivi de près, mais ça donne très très envie. Côté suite, ça va aller vite, puisque finalement je n'ai qu'un titre à vous présenter, il s'agit du tome 7 de Gardien des Cités Perdues, intitulé Réminiscence de Shannon Messenger, que vont proposer bien sûr les éditions PKJ Poche le 20 octobre. Alors vous allez me demander, as-tu lu au moins un titre de cette saga? Oui, j'en ai lu un, mais toujours qu'un. Je suis toujours au tome 1. Donc voilà, que j'avais bien aimé franchement, à voir du coup ce que donne la suite. J'ai au moins le tome 2, voire le tome 3 dans ma pile à lire. Donc bah il serait bien que je m'y mette, oui, ça pourrait être intéressant. On enchaîne. Côté manga, là encore, niveau nouveauté, je n'ai qu'un titre à vous présenter. Il s'agit de My Lovely Bodyguard, le tome 1 et le tome 2 de Daisy, donc au texte et Nata à l'illustration, proposé aux éditions Michel Lafon et sorti le 6 octobre. Sarah, jeune franco-coréenne de 17 ans, sauve la star de K-pop Chaemin de l'agression d'une fan lors du vol qui les conduit à Séoul. L'incident derrière elle, Sarah pense reprendre son paisible quotidien auprès de ses 2 frères. Mais elle est bien loin d'imaginer que son intervention va déterrer de lourds secrets de famille. Et Chaemin, marqué par ce coup d'éclat, compte bien rapidement se rappeler au souvenir de sa sauveuse. J'adore, on adore. Oui, on est encore, je pense, dans une sorte de shoujo, hein, mais on change pas une équipe qui gagne. Moi, c'est ma cam, qu'est-ce que vous voulez, c'est ma cam. Côté suite manga, donc on va passer le 6 octobre avec la sortie du tome 10 de la saga Minuscule de Takuto Kashiki aux éditions Komiku. Non, je n'ai toujours pas lu le tome 2 ou le tome 3. Non, j'ai lu le tome 1, ça c'est sûr. Mais je pense que je suis toujours restée bloquée au tome 1. Bref, on enchaîne avec une sortie évidemment qui va finir dans ma pile à lire puisque j'ai commencé cette saga. Il s'agit de True Beauty, le tome 5 de Yaongi aux éditions Kabooks qui va sortir le 19 octobre. Franchement, c'est Kabooks, enfin voilà, vous connaissez Kabooks, je vous ai présenté 150 000 fois. Ils font du coup la version manga des K-dramas que j'ai déjà regardé.
donc je connais déjà toute l'histoire, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, il est sorti en couleur, donc bah, c'est magnifique et donc on adore. Et pour finir cette petite sélection des sorties manga, donc des suites, le 19 octobre, vous pourrez découvrir le tome 6 du petit manga trop mignon Yutsu, la petite vétérinaire de Mingo Ito aux éditions Nobi Nobi. Cette fois côté BD, quelques titres à vous présenter. Le premier, sorti le 6 octobre, s'intitule Ma Vague de David Borio au texte et Sohan à l'illustration et proposé aux éditions Jungle. La rencontre fantastique entre une ado rebelle et un esprit de l'eau espiègle. Nelly, 13 ans, vit au bord de la mer. Elle est proche de son père, avec qui elle partage une passion pour la plongée et les fouilles archéologiques. Adolescente rebelle, elle souffre d'une grande sensibilité émotionnelle et a assez peu d'amis de son âge. Lors d'une sortie en mer, alors qu'une tempête fait rage, Nelly fait la rencontre d'un être surnaturel. Se noue une relation magique, parfois incontrôlable. Oh, il a l'air fou ce titre, il a l'air fou. On enchaîne avec le 19 octobre cette fois, et là encore un titre proposé aux éditions Glénat qui a l'air magnifique. Il s'agit de Terror Island de Alexis Nesme. Je sais pas si ça se prononce comme ça, pardon. Donc c'est chez Glénat, on est encore sur un titre qui va rassembler, voilà, vous savez, les personnages Mickey, Dingo, etc. Rien n'est impossible pour nos apprentis détectives. Depuis que Monsieur Peppermint est parti explorer une mystérieuse île au trésor, son épouse s'inquiète. Lui est-il arrivé malheur? Voilà une occasion rêvée pour les détectives Mickey, Dingo et Donald de reprendre du service. Première étape, monter leur bateau, fourni en kit. Une nouvelle aventure pleine de rebondissements commence pour nos apprentis marins, mais ce voyage ne sera pas sans danger, sans parler de maître Ratino et Pat qui, appâtés par le butin, suivent le trio à la trace. L'arrivée de tout ce petit monde sur l'île ne va rien arranger, le capitaine Mickey devra faire preuve de sang-froid et de courage pour continuer son enquête et motiver ses troupes. Plus il s'enfonce dans la jungle luxuriante, moins Donald est rassuré. Et si Monsieur Peppermint n'était pas ici? Perdus loin de toute civilisation, les trois amis ne sont pas à l'abri d'un spectaculaire coup de théâtre. Alexis Nesme nous entraîne dans une formidable aventure au bout du monde avec un one-shot pétillant au dessin grandiose. Cette fois pour les suites de BD, je commencerai d'abord ma petite sélection avec le 14 octobre avec un titre que j'attends avec super impatience, c'est le tome 9 de la série Dad, du coup la BD donc, qui s'intitule Papa Pop de Nob aux éditions Dupuis, bande dessinée pour laquelle je suis à jour, oui, c'est peut-être bien la seule d'ailleurs, mais en tout cas j'adore cette petite série qui suit son papa avec ses 4 filles de 4 mères différentes, ce papa solo. Ça me fait trop rire, je trouve ça, voilà, c'est vraiment un petit plaisir à retrouver régulièrement, donc merci Nob de tenir le rythme. On va suivre du coup, non pas du tout, je vous fais pas du tout le résumé, pardon, je voulais juste vous dire que pour ce 9e titre, on va avoir 8 couvertures différentes, 8 comme ça, donc 8 couvertures différentes, vous n'êtes pas obligé de toutes les acheter, mais concrètement voilà. Faudra tomber sur celle qui vous plaît. En tout cas, elles sont toutes super chouettes. Honnêtement, elles ont toutes l'air folles. Et puis, le résumé, enfin en tout cas la maison d'édition précisait que, à noter, que vous retrouverez bientôt toute la petite famille dans une série de dessins animés à partir de septembre 2022, d'abord à la RTBF, puis sur M6, mais j'ai trop hâte de voir ça honnêtement. Je suis fan, moi j'adore. Je m'enjaille absolument toute seule, mais bref. Le 26 octobre, ce sera la sortie du tome 5 de la BD Sorceline, mais oui, Le Seigneur de Vorn de Sylvia Douillet et Paola Antista aux éditions Vent d'Ouest. Et puis enfin, le 28 octobre, il s'agit du tome 6 de la BD Zombielenium intitulé Sabbat Grand Derby d'Arthur Depin aux éditions Dupuis. Et bien cette fois on va pouvoir y aller, du coup c'est parti pour la sélection spéciale romance de Noël. Le 5 octobre vous allez pouvoir découvrir Pour Noël, j'apporte le dessert et un mec, d'Ève Borelli aux éditions Harlequin. Je vous avoue que j'avais déjà lu un de ces titres mais je me souviens pas bien lequel, est-ce que c'était Joyeux Noël et Laisse-moi tranquille ou un truc comme ça, enfin bref. Donc on s'en fiche. Pour Noël, j'apporte le dessert et un mec, qu'est-ce que ça raconte? Note, pensez à passer à la boulangerie et à la boutique des petits amis parfaits.
Depuis toujours chez les Ferreira, c'est Concepción, la grand-mère, qui fait la loi. D'après elle, Gina et ses cousins ne sont pas seulement une source constante de déception, non, ils s'acharnent en plus à la priver du plaisir de devenir arrière-grand-mère, une honte. C'est pourquoi elle a décidé de profiter des fêtes de fin d'année pour débarquer en France et les traumatiser, enfin les remettre dans le droit chemin du mariage. Mais si la perspective de passer Noël avec leur aïeul tyrannique ne les enchante guère, Gina et ses cousins y voient aussi l'occasion d'un nouveau pari, et s'ils donnaient très exactement à leur ancêtre acariâtre ce qu'elle attend. Et s'ils se trouvaient tous un plus sain pour en mettre plein les yeux. Gina est confiante, son meilleur ami est le faux fiancé idéal pour gagner la compétition. Sauf que le destin, ou la magie de Noël, a d'autres plans pour elle. Des plans qui pourraient bien l'inciter à renouer avec Marius, ex-rugbyman, mais toujours star locale, et surtout son amour de jeunesse. Oh, ça sent bon. Vous savez que... Alors, petit aparté, du coup, le week-end dernier, vous savez, le moral était pas ouf et tout machin. Et ben, j'ai d'ores et déjà passé mon week-end à regarder des romances de Noël, oui absolument, sur Netflix et sur Amazon Prime, enfin Prime Video, parce que voilà, il y en avait besoin et ça m'a remis un peu de baume au cœur et c'était chouette. Et même si on était qu'en septembre ou en début octobre, je m'en fiche. Honnêtement, on s'en fiche. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Donc voilà. Et on enchaîne toujours le 5 octobre avec la sortie de Ce Noël, j'offre mon ex en cadeau de Julian Hall aux éditions Harlequin. Homme séduisant, très bon état, peu utilisé, note, a tendance à vous briser le cœur. Mais bon, si pour 99% des gens, Noël est synonyme de joie, d'amour et de retrouvailles, pour Juliette c'est plutôt désespoir, rupture et haine. Depuis que Colin l'a quittée par message sans aucune explication, Goucha, le jour de Noël 6 ans plus tôt, elle déteste cette période. Bah tu m'étonnes, ça en a traumatisé plus d'un ou plus d'une. Elle déteste encore plus Colin et met d'ailleurs un point d'honneur à ne pas passer les fêtes chez ses parents afin d'éviter de croiser son ex. Non, ça c'est hors de question, enfin je veux dire, d'où tu croises ton ex chez tes parents. Mais bon. Mais cette année, à court d'excuses pour esquiver le rendez-vous familial, elle s'est retrouvée coincée. Et son pire cauchemar est en train de devenir une réalité. Propulsée remplaçante officielle de sa grand-mère au comité d'organisation du concours du plus beau village de Noël, Juliette découvre que son coéquipier n'est autre que Colin. Est-ce que l'un des reines accepterait de la piétiner à mort, là tout de suite? À propos de l'autrice, Julian Hall vit en région lyonnaise avec son mari et ses 2 enfants. Comme elle adore s'évader, elle s'est fabriqué une machine à rêver qui s'active en un claquement de doigts. Bah j'adore, faudrait qu'elle nous donne la recette. Et permet de donner naissance à des histoires dans lesquelles l'amour se ferait toujours un chemin. Alors je vous avoue que l'histoire de l'ex qui revient dans la réalité, moyen. je suis moyennement convaincue. Là, pour cette petite romance de Noël, peut-être il y a une bonne explication, donc pourquoi pas. Franchement, il me tente bien. Toujours le même jour parce que oui, les maisons d'édition se sont données comme objectif de tout sortir le 5 octobre. On va pouvoir découvrir Noël est plus doux dans tes bras. J'adore le titre. D'Alfreda Henry, sorti aux éditions HarperCollins Poche. Il n'a jamais été si difficile d'attendre Noël. Chaque année, Millie hésite au moment de faire sa liste au Père Noël. Une partie d'elle aimerait demander du courage pour oser enfin révéler ses sentiments à Hugo, le meilleur ami de son frère. Une autre, plus prudente, l'en empêche, car avouer son amour au pompier au sourire incendiaire, oh putain, c'est risquer de perdre leur belle amitié. Alors Millie prend sur elle et essaie d'ignorer les battements affolés de son cœur quand il entre chaque semaine dans sa chocolaterie pour lui acheter des douceurs. Mais lorsqu'un grave incendie détruit le foyer pour enfants de la ville, à quelques jours de Noël, elle tient le moyen de joindre l'utile à l'agréable. Afin de récolter des fonds pour les orphelins, elle va organiser une vente de pâtisserie à laquelle participera également Hugo. Bien sûr, cela implique qu'elle passe encore plus de temps avec son pompier. Et si le Père Noël était en avance cette année? Bon, oui, celui-ci, bon, il a l'air un petit peu nunuche, mais un petit peu nunuche comme on adore l'être, hein, donc pourquoi pas. Même jour, parce qu'on change pas une équipe qui gagne, Noël Royal avec le prince des relous. Là, j'adore le titre, franchement, je suis fan. De Cecilia City aux éditions HarperCollins Poche. Et pas merci pour le cadeau empoisonné. Pour Erin, c'est Noël avant l'heure. Elle vient de remporter la dernière édition de la célèbre émission Christmas Deco et en prime se voit proposer un contrat avec la prestigieuse famille royale du Perla. Sa mission, sauver et moderniser la célébration nationale des fêtes de fin d'année suite au désistement du précédent décorateur. Une occasion en or pour sa carrière.
à un détail près. Le prince Chamberlain de Chastenay. Oh putain, c'est chaud comme nom. Si elle savait déjà via la presse à scandale que ce dernier brillait par son sale caractère et ses caprices, Erin avait clairement sous-estimé sa capacité de nuisance. Car en plus de se montrer odieux, l'héritier de la couronne redouble d'inventivité et ne recule devant aucun coup bas pour la pousser à bout et saboter son travail. Qu'il soit prince ou pas, Erin ne se laissera pas impressionner par sa gueule d'ange, ni charmer d'ailleurs. Ah, moi j'aime beaucoup. On est sur du Enemies to Lovers là, un petit peu, donc je suis pour, absolument pour. Ça me fait bien marrer, du coup, j'aime bien. Surtout à cette période là, ça me fait assez rire. Bref, on enchaîne, allez, un jour de plus, le 6 octobre, Pull Moche recherche partenaire pour Noël de Fanny Midjani aux éditions Hugo Poche. Entre eux, pas de trêve de Noël, tous les mauvais coups sont permis. Bah dis donc, on enchaîne au niveau de la thématique, voilà. Nell rêve de l'amour avec un grand A, soit pas tout à fait ce que lui offre son Jules actuel, qui lui accorde de l'attention uniquement quand un moment se libère dans son emploi du temps surchargé. On adore. Lorsque son patron lui propose une mission dans le Grand Nord canadien pour promouvoir son entreprise de pull moche, elle saisit l'occasion de faire le point sur ses sentiments. J'aimerais trop avoir bossé pour une entreprise qui m'envoie dans le Grand Nord canadien. Enfin, vite fait, genre, pas pour mourir, mais pour travailler. Oh, ce serait trop cool, j'adorerais. À bon entendeur. Sur place, les choses ne se passent cependant pas exactement comme prévu, à commencer par ce colocataire bourru avec lequel elle se retrouve contrainte de cohabiter. Alors que la période devrait être au lutin de Noël, c'est un grizzly revêche auquel Nell se frotte. Il semble prêt à tous les mauvais coups pour la faire déguerpir, c'est sans compter sur son inventivité en termes de représailles. Lequel d'entre eux parviendra à faire craquer l'autre le premier, qu'il se méfie, ils pourraient bien se retrouver pris tous les deux à leur propre jeu. Toujours le même jour et toujours chez Hugo Poche sortira Le fils du Père Noël est un con d'Ellie Borner, c'est pas moi qui l'ai dit. Emma a réussi sa vie loin de Holly Falls. Et pour rien au monde, elle n'y retournerait. Trop de mauvais souvenirs y sont associés. Cependant, quand son père se blesse, elle fonce jusqu'à la maison de son enfance pour prendre soin de lui et maintenir à flot l'ébénisterie familiale. Toutefois, le village qu'elle connaissait a bien changé. Ses ennemis jurés l'adorent, les rues qui l'ont vu grandir se sont transformées en annexes de la Laponie, et même son bar préféré a été repris par un inconnu bourru mais bienveillant. Ça pourrait presque être le pitch d'un téléfilm de Noël. Bah tu m'étonnes. Il ne manque plus que l'âme sœur vétérinaire ou pédiatre, elle n'est pas difficile. Alors quand Emma tombe sur Connor, son ex-petit ami et fils du Père Noël officiel du village, elle y voit un signe. Quand le destin vous montre le chemin, il faut le suivre. Mais au pays de la guimauve et des chamallows, les princes charmants ne sont parfois pas ceux auxquels on s'attend. Oh, bah, si on n'a pas d'ores et déjà en tout cas deviné ce qui va se passer, écoutez, c'est que vous n'avez pas encore assez vu de téléfilm de Noël, moi je dis. On enchaîne avec un titre cette fois, on enchaîne avec un titre encore le 6 octobre, encore chez Hugo Poche. Il s'agit de Snowy Little Liars de Fanny Diel, du coup je sais pas comment ça se prononce. Depuis toute petite, Jill ment régulièrement à sa famille pour ne pas la décevoir. Son dernier bobard ? Faire passer son poste d'assistante surexploité pour celui de responsable d'équipe. Oups. Elle n'y peut rien, elle est prête à tout plutôt que de voir l'air attristé de ses parents, surtout à Noël. Oh, c'est trop mignon. Dans le train pour sa ville natale, entre deux dossiers imposés par son patron, elle fait la connaissance de Matthew, auteur professionnel plutôt canon et faux petit ami à temps partiel. Victime du syndrome de la page blanche, Matthew se fait payer pour incarner le parfait gendre le temps de quelques jours. C'est d'ailleurs son programme pour Noël, à ce qu'il paraît, la famille de sa nouvelle cliente est un sacré challenge. Un travail peu conventionnel qui rassure Jill quant à son propre secret. Plutôt libérateur de se dévoiler un parfait inconnu. Enfin, quand on est censé ne jamais le revoir. Ah j'adore, ça va être trop bien. Voilà, ensuite, oui, on reste toujours au même endroit, toujours chez Hugo Poche, toujours le 6 octobre, encore et encore et encore. Et ben c'est un titre d'Erika Boyer qui sort. Erika Boyer, on en a entendu beaucoup parler pour son dernier livre autour pareil d'une romance de Noël. Il s'agit cette fois d'Au cœur d'une nuit de Noël. Donc en décembre est arrivé, le mois préféré de Layla. S'il est synonyme de travail acharné pour elle et ses amis, qui ont plus de travail que jamais avec leur entreprise de traiteur, au seuil des délices, il annonce aussi le meilleur moment de l'année, Noël. Sa fête favorite approche, la neige, les chants, les lumières et les délices sucrées le disent.
Et même si une fois de plus ses parents ne seront pas là pour la célébrer avec elle, elle peut compter sur Sydney pour en faire quelque chose de magique. Son meilleur ami sait toujours comment lui faire oublier tout ce qui la chagrine, que ce soit les remarques de sa famille, sa maladie, les problèmes d'argent ou les défaites de son équipe de hockey préférée. Il est son indispensable, son plus proche confident, son collègue, son complice de Noël, parfois aussi un peu son ennemi. Et s'il devenait plus que ça? Parfois, il suffit d'un simple défi, d'un match perdu ou d'une petite boule jaune dans le sapin pour que tout change. Et cette année, au cœur des nuits qu'ils chérissent tant, il se pourrait qu'en attendant Noël, bien des choses se passent entre Sydney et Layla. Oh, ça a l'air trop mignon. J'adore. Alors, on change de jour, enfin, le 11 octobre. Passer Noël en Alaska, mode d'emploi de Debbie McComber aux éditions Charleston Poche. Coincée au fin fond de l'Alaska pour tout l'hiver, Josie Avery a l'impression de vivre son pire cauchemar. À l'heure qu'il est, elle devrait être en route pour le job de ses rêves à Seattle, mais il faut se rendre à l'évidence, le dernier ferry reliant la petite île au continent est parti sans elle. La voilà bloquée sur ce petit bout de terre aux confins du monde jusqu'à la prochaine belle saison. Ouais, c'est hard quand même, parce que bon... Voilà, bien qu'elle soit complètement tombée sous le charme de l'exubérante nature qui l'entoure, les cris des élans, la lumière irréelle des aurores boréales et la neige qui tombe à gros flocons, sa vie n'est pas ici. Et ce ne sont pas les habitants hauts en couleur de la ville, ni même le séduisant Palmer Saxon, qui la feront changer d'avis. Une tendre comédie romantique de Noël, saupoudrée d'un soupçon de magie. On adore, on adore, on adore. Moi je veux y être déjà, j'en ai marre là, ça y est, les chaleurs, tout ça, c'est bon, j'en ai fait le tour. Maintenant je veux rentrer dans la vraie saison. Il fait froid, on rallume la cheminée, même si ça va être compliqué du coup là cette année avec les restrictions. Mais voilà, c'est pas grave, on mettra un gros pull, je mettrai un bonnet, je m'en fous, un gros plaid, un thé chaud et mon bonheur sera parfait avec un bouquin. Sortie du coup prévue toujours chez Charleston, mais cette fois en brochet, donc je crois que ça va être un grand format. Le 18-10 est annoncé Les Perce-Neige s'éveillent sous les flocons de Sophie Jauman. Bienvenue au refuge du Perce-Neige. Venez découvrir la magie de notre bergerie en plein cœur du massif du Mont Blanc. Lia Josserand et son père sont très fiers de ce refuge où les rennes évoluent en totale liberté. Les fins de mois sont difficiles, mais pour rien au monde, ils n'abandonneraient leurs animaux et encore moins sous la pression d'un chef étoilé que personne n'a jamais vu, qui voudrait les acheter pour leur viande. Quelle horreur. Qu'il aille voir ailleurs s'ils y sont, leurs animaux ne se mangent pas. On est d'accord. Mais à quelques semaines de Noël, le temps presse et le cuisinier n'a pas dit son dernier mot. Il n'hésitera pas à s'infiltrer incognito au refuge pour en savoir plus et qui sait parvenir à convaincre cette étrange famille de lui vendre à bon prix 1 ou 2 caribous. La guerre semble bel et bien déclarée, mais l'arrivée inattendue du célèbre Nicolas Claus pourrait bien changer la donne entre ces deux-là. Haha. Ouais. Vraiment, faut que ce soit bien, parce que moi, un gars qui veut bouffer mes caribous, c'est des rennes, quoi, c'est mort. Ça passe pas, hein. Et ben c'était le dernier titre les gars, du coup ça y est, on a fini cette sélection insurmontable, infinissable, du coup là je vois les minutes qui défilent de cette sélection d'octobre. Alors oui, elle a été un peu plus conséquente parce que je vous ai rajouté en petit en petit bonus cette première sélection des titres autour de Noël, mais franchement ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir, clairement. Donc j'espère que vous avez pu trouver quelques titres qui vous ont appelé. N'hésitez pas à me dire tout de suite en commentaire ceux qui vous ont, ceux qui vous font plus envie, ceux pour lesquels vous avez d'ores et déjà craqué, qui sont déjà en précommande, etc. etc. Et puis n'hésitez surtout pas à me faire le retour aussi en commentaire une fois que vous les avez lus. Ça me permettra peut-être d'écrémer un peu cette sélection, de voir ce que je dois absolument me procurer et ce qui peut peut-être un peu attendre, on sait jamais. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien écoutez, c'est le moment de le faire. Ça fait super plaisir, ça fait vivre la chaîne et ça vous permettra de suivre toutes les vidéos que je vais sortir prochainement. Et il y a de belles vidéos
très honnêtement c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je pense qu'il y a de belles vidéos qui se préparent pour les mois à venir. Donc voilà, ce serait dommage pour vous de les louper, enfin j'espère. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous le remets juste là. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, si vous avez passé un bon moment, à laisser un commentaire, à activer la petite cloche bien sûr. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère en attendant que vous prenez soin de vous, que vous allez bien, que vous faites de belles rencontres livresques. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et je vous fais bien sûr plein de gros bisous.